à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Taban Naba, la présentation dans ce journal de l'exposition événement du musée océanographique sur l'Australie, l'Océanie et les arts des peuples de la mer. Du côté du Grimaldi Forum, avant l'exposition estivale consacrée à l'artiste Francis Bacon, voici un avant-goût avec une conférence qui vient d'être donnée par l'un des plus grands spécialistes du peintre. Nous resterons dans le domaine de la culture avec une exposition plus intimiste à découvrir à l'occasion d'une promenade au jardin exotique de Monaco, Insectomania. La revue économique Best Of vient de fêter ses 25 ans au Sea Club et a présenté son édition 2016. Et enfin, retour sur le premier week-end du Printemps des Arts et un concert donné à l'Auditorium Régnier 3 dimanche par un grand orchestre symphonique allemand au programme la 6e symphonie de Mahler. Mais avant de développer ces titres, suite aux attentats sanglants de Bruxelles, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a exprimé toute sa solidarité et sa compassion au roi des Belges, ainsi qu'à son peuple. Voici la dépêche officielle du Prince de Monaco, où le souverain, sa famille et la population de Monaco s'inclinent devant la mémoire des victimes de ces odieux actes terroristes et devant le chagrin de leur famille. De son côté, le gouvernement princier, par la voix de son ministre d'État, Serge Tel, exprime sa plus profonde solidarité au peuple belge, aux victimes ainsi qu'aux familles touchées. Ses pensées vont également aux blessés et aux personnes profondément choquées par ces horribles attentats. Sans transition, le souverain, dans la matinée, a reçu les lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs au palais. Son Excellence Calixte Batossi Majulba, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise. Une heure plus tard, le souverain a reçu les lettres de créance de son Excellence Maria Francesca Spatolizano, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne à Monaco. Tout est fin prêt au musée océanographique pour les débuts de l'exposition Taban Naba. 2 journées de festivités et de présentations à la presse vont précéder l'ouverture officielle au grand public. Patricia Navarro et David Bernardi vous livrent un avant-goût de cette exposition événement qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'été. Des crabes qui ont entrepris l'escalade de la façade du musée océanographique, des bagous érigés sur le parvis, l'art aborigène et l'art océanien se sont emparés des lieux. Toutes les œuvres exposées utilisent différents supports, photos, sculptures, tissages, masques ou peintures, et de nombreux matériaux, mais elles ont toutes un point commun. Elles nous alertent sur les risques liés au changement climatique et dénoncent les ravages dont est victime notre environnement, qu'il s'agisse de surpêche ou de pollution plastique. Certaines des pièces monumentales qui composent cette exposition ont tout spécialement été créées pour l'occasion. We have been working on creating the bagu since September. These bagu are based. Nous avons travaillé sur ces bagous depuis le mois de septembre. Ces bagous sont inspirés de notre tradition d'allumage du feu avec cet outil nécessaire pour les populations vivant dans les forêts tropicales. Chacun de ceux que vous découvrez derrière moi ont une touche contemporaine et chaque bagou a sa propre histoire. Cela parle d'environnement, de mer, de terre, d'eau fraîche. Ce sont des histoires différentes. L'environnement dans la forêt tropicale a nourri et nourrit encore le travail des aborigènes. C'est une sorte de continuité mais sous un mode contemporain. For the Aboriginal people, and so this is a continuation but in a contemporary form. Ici aussi, l'art contemporain se marie aux traditions. Ces daris géants, coiffes traditionnelles embrassent parfaitement l'architecture du musée. Et à quelques mètres de là, dans la partie que Didier Zanet a supervisée, ce sont les relations culturelles que les peuples du Pacifique entretiennent avec la mer qui sont mises à l'honneur. Ce collectionneur qui vit en Océanie a rassemblé des pièces qui, pour la plupart, appartiennent au patrimoine des populations de ces régions. Il s'agit d'objets traditionnels, mais il y a aussi de nombreux portraits de papous. Ce que je voudrais dire en fait, c'est que tous ces artistes océaniens qui sont inconnus du public européen méritent d'être mis en avant par les qualités artistiques qu'ils présentent avec ces œuvres-là. Et donc je voulais leur donner un peu leur lettre de noblesse parce que toutes ces œuvres-là, vous pourrez le constater, sont absolument magnifiques. C'est un travail, ils ne font pas ces œuvres pour plaire aux autres, ils font ces œuvres pour plaire aux dieux et en tous les cas pour avoir une influence sur leur vie quotidienne. Toutes ces pièces ont été en tous les cas été utilisées dans soit cérémoniellement, soit dans la vie de tous les jours, puisque là on parle essentiellement de navigation, donc de pagaies, de pirogues et
Il faut savoir que les pirogues étaient le centre de la vie de toutes ces populations-là. Elles allaient pêcher, ça permettait d'aller échanger des vivres, ça permettait de transporter des hommes et des femmes dans d'autres régions, mais également de découvrir de nouvelles îles. Donc la particularité de ces pièces, c'est qu'elles ont un vrai vécu, c'est qu'elles ont toute une histoire derrière elles. Et pour rendre hommage également au travail de toutes ces communautés, de nombreux artistes locaux ont été invités à participer à la présentation de l'exposition Tabanaba à la presse. Certains n'avaient jamais pris l'avion ou quitté leur région. D'ici la fin de l'été, ce sont pas moins de 600 000 visiteurs qui sont attendus au musée océanographique pour découvrir le fruit de leur travail artistique. Autre exposition attendue cet été, celle du Grimaldi Forum, autour de Francis Bacon. En prélude de cet événement, la Fondation Prince-Pierre a reçu lundi soir, dans le cadre de ses conférences, l'un des plus grands spécialistes du peintre. Martin Harrison a souhaité revenir sur la période monégasque de Francis Bacon. Un reportage signé Alexandra Pani et David Bernardi. Cette saison 2016 de conférences de la Fondation Prince-Pierre s'est achevée en couleur avec la participation de Martin Harrison, spécialiste du peintre Francis Bacon. Depuis la parution de son ouvrage en 1999, l'auteur s'est concentré sur le travail de l'artiste britannique, un artiste qui l'a toujours fasciné. J'ai découvert son travail lorsque j'étais très jeune. Je n'avais jamais réellement pensé travailler ou écrire à propos de lui. C'est une histoire vraie, je l'ai déjà racontée par le passé. Un jour, j'ai vu l'une de ses œuvres et je me suis dit au fond de moi, je n'y comprends rien, mais clairement c'est un génie. Cela a eu un réel impact sur moi. Devant le public monégasque, il est revenu plus particulièrement sur l'influence qu'a pu avoir la principauté dans le travail de Bacon. Entre 1946 et 1949, il est devenu le vrai Francis Bacon. C'est le moment où il résidait à Monaco. Malheureusement, et cela s'est produit à de nombreuses reprises dans sa vie, il a détruit la quasi-totalité de ses peintures qu'il avait réalisées à cette période. Je ne peux donc pas fournir des preuves visibles de cette transformation. Mais c'est à ce moment-là qu'il est passé du peintre très intéressant mais étrange, influencé par l'œuvre de Picasso, qui clairement avait du talent mais qu'on ne pouvait pas totalement déceler, à l'artiste qu'il devient par la suite. En 1949, il se révèle réellement. À la fin de cette année, il retourne à Londres pour le vernissage de sa première exposition, une exposition très importante où tout le monde a pu voir son impressionnant travail autour du corps humain. Une période qui sera également reprise à travers l'exposition estivale du Grimaldi Forum, justement consacrée cette année à l'artiste britannique. Nous nous sommes concentrés sur la présence de Bacon à Monaco et sa présence également en France. Avant de venir s'installer à Monaco, il s'était rendu à Paris. C'était un grand francophile de son époque. Il aimait tout à propos de la France. Pour lui, c'était l'un des lieux les plus importants au monde. Au fur et à mesure de sa carrière, de par sa célébrité, il s'est entouré de grands intellectuels français. À la fin de ses jours, sa vie était très orientée autour de Paris. Il y a possédé un atelier durant 12 ans, de 1975 à 1987. Mais chaque année, il revenait à Monaco. Il y était encore 18 mois avant de décéder. Je pense tout simplement qu'il adorait ce lieu. Commissaire de l'exposition, Martin Harrison a choisi un angle inédit, celui de l'influence de la culture française et de sa période monégasque. Le public pourra découvrir également des œuvres majeures des grands maîtres ayant inspiré le peintre tels que Giacometti, Léger, Soutine ou encore Toulouse-Lautrec. Nous continuons dans le domaine de la culture avec une exposition plus intimiste à découvrir à l'occasion d'une balade au jardin exotique. Insectomania est un hommage du sculpteur François Chaplin-Midy au monde miniature des insectes. Alexandra Pani, Louis Borgia et Alexandra Paolini vous font découvrir ses œuvres. Un imposant scarabée rhinocéros accueille depuis quelques jours les visiteurs du jardin exotique. Ils sont une trentaine d'insectes disséminés dans les allées à l'occasion de l'exposition du sculpteur François Chaplin-Midy. Avec Insectomania, l'artiste a souhaité mettre en lumière ces petites bêtes souvent méprisées. C'est un bestiaire qui est principalement composé d'insectes en bronze. Toutes les sculptures sont en bronze, patinées, avec beaucoup de ciselures, puisque François a étudié la ciselure à l'école Boulle. Il a été taxidermiste pendant une dizaine d'années, dans les années 70, et il a toujours été un ardent défenseur de l'environnement et de la cause animale.
Et je crois que c'est presque un des rares animaliers au monde qui se soit intéressé aux insectes. Parce qu'en général, les insectes ont une toute petite place, les gens ne les aiment pas trop. Et justement, pour changer le regard du spectateur, il a retiré tout ce qui était agressif, du genre des crochets, les poils, les dards, tout ce qui pique, pour essayer de retrouver une forme pure qu'on peut penser très stylisée, mais qui est quand même très très proche de l'insecte réel. François Chaplin-Midy débute sa carrière comme taxidermiste avant de se tourner vers la restauration de minéraux et d'art primitif. Il fait ses classes au sein de la prestigieuse École Boulle à Paris et c'est avec une technique bien précise qu'il travaille chacune de ses sculptures. D'abord, il faisait sa forme en plastiline. Plastiline, c'est une pâte à modeler très particulière qu'utilisent les sculpteurs. Ensuite, il faisait le moule en élastomère, donc en résine. Ensuite, on allait à la fonderie, je dis on parce que je l'accompagnais bien sûr. On allait à la fonderie, c'est une fonderie avec qui je continue de travailler, la fonderie de Royaume qui est à Vesoul. Ensuite, le fondeur fait un moule. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le coulage en bronze, ça c'est des moments extraordinaires. Et François récupérait le brut de fonderie, parce que c'était tout le travail qui l'intéressait. Retirer les ébarbures, polir. Ensuite, une fois que le polissage lui convenait, c'est-à-dire il faut passer les mains parce qu'elles sont assez lisses et elles appellent la main. Et ensuite, donc, il faisait la ciselure. Et vous pouvez regarder, parce que ça, on voit qu'il y a des années d'apprentissage de ciselure. Chaque petit point est fait au poinçon. Et ensuite, le travail de la patine, qu'il aimait beaucoup faire, avec des patines très particulières. Il y a certaines sculptures qui ressemblent vraiment à de la pierre, ou quelquefois aussi à du bois. On me demande si c'est en bois d'ailleurs, comme un bois exotique. L'on retrouve dans cette sélection le grand Mormolis d'une envergure exceptionnelle de 2,50 m de haut pour 1,55 m de large, ainsi que la sculpture Stop ou encore représentant une main tenant la terre. François était vraiment un ardent défenseur de l'environnement depuis toujours. Et lorsqu'il y a eu la première COP 21, il a créé cette sculpture qui s'appelle Stop ou encore et qui est une main mi-humaine, mi-robotique et avec en son centre le globe terrestre. Et donc il y a 20 ans de cela, Stop ou encore, et elle a été exposée à la COP 21 au Bourget, enfin à Paris, là en 2015. Et elle est totalement d'actualité, c'est toujours Stop ou encore. À l'occasion du vernissage de cette exposition, André Campana, adjoint au maire, a remis à l'épouse de l'artiste la médaille en bronze du cinquantenaire du Jardin exotique de Monaco, afin de rendre hommage au travail de François Chaplin-Midy. Prenons la direction du Méridien Beach Plaza, au Sea Club plus précisément, où un anniversaire vient d'y être fêté, les 25 ans du Best of Monaco. Le thème de l'édition 2016 de cette revue économique, le futur en perspective. Frédéric Hélion. 1991-2016, 25 ans déjà pour le Best of Monaco. Un anniversaire célébré au Sea Club lundi soir, le Best of Monaco. C'est un ouvrage de 300 pages en français et en anglais, consacré à l'économie et aux entreprises leaders de la principauté. Il paraît une fois par an, au mois de mars, est diffusé à 4500 exemplaires annuels et s'articule chaque année autour d'un thème principal. Pour cette édition 2016, le futur en perspective, les grands travaux en principauté sont à l'honneur, avec notamment le projet d'extension en mer. Le Best of Monaco relate l'évolution économique, mais aussi culturelle et sociale de la principauté. Il y a deux choses. Il y a les sujets qu'on traite, et parce qu'ils continuent sur plusieurs années, l'hôtel de Paris, l'hôpital, tout ce qui fait, le dynamisme de Monaco. Ça, c'est un point. Et aussi, ce que l'on fait, c'est qu'on interviewe les acteurs monégasques, les gens, pas les gens importants, mais les gens qui donnent à Monaco l'impulsion, quelle que soit d'ailleurs la nature de leur activité. Ça peut être aussi des sportifs ou des gens qui sont dans l'événementiel. Mais ces gens-là, on les fait parler et on leur demande un peu ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire et ce qu'ils pensent. Le Best of Monaco est rédigé par les équipes rédactionnelles d'Epi Communication. On y retrouve des interviews, reportages, dossiers, mais aussi le top 400 des entreprises de Monaco. Une véritable banque d'informations indispensable aux acteurs de la vie économique nationale et internationale.
Suite du premier week-end du Printemps des Arts 2016, aujourd'hui nous revenons sur le premier concert donné à l'auditorium Régnier 3. Sur scène, un grand orchestre symphonique allemand venu spécialement à Monaco pour interpréter la 6e symphonie de Mahler. Reportage de José Sacré. La 6e symphonie de Gustav Mahler a ouvert dimanche 20 mars à l'auditorium Régnier 3 le cycle des 8 symphonies de Mahler proposées cette année par le Printemps des Arts de Monte-Carlo. Pour interpréter cette œuvre, Marc Monet a choisi d'inviter un orchestre allemand prestigieux, le Deutsche Symphonieorchester Berlin, dirigé par Tugan Sokiev, un chef qui non seulement est le directeur musical de ce Deutsche Symphonieorchester Berlin, mais aussi du Capitole de Toulouse et du Bolchoï de Moscou. La symphonie numéro 6 de Mahler, s'il est habité par la fièvre, est peut-être la plus sombre de toutes les symphonies du compositeur autrichien. Je dirais que c'est de la musique dramatique, c'est-à-dire que c'est la fin du romantisme, c'est une synthèse du romantisme. Il faut imaginer que Mahler et Debussy étaient exactement à la même époque, à quelques années près. Donc vous imaginez, ça n'a rien à voir. On a vraiment la synthèse du romantisme avec une espèce de spéculation extraordinaire, et puis ce personnage qui est Debussy qui va être dans le XXe siècle, qui a projeté plus loin. Donc c'est là qu'est intéressant l'histoire des comparaisons, parce qu'on voit vraiment où on situe quelqu'un. Et Mahler, pour moi, est quelqu'un de fabuleux, par l'orchestration, bien entendu. Il y a des sons, il y a des inventions d'instruments dans la 6e symphonie avec cet énorme marteau qu'il a fait fabriquer. Pour frapper 2 coups seulement. Oui, pour rien du tout. Mais c'est pas une gageure, c'est que il voulait ce son-là à ce moment-là. Et comme c'était quelqu'un qui était chef d'orchestre et grand chef d'orchestre, il avait une pratique quotidienne de l'orchestre. Donc il connaît très bien l'orchestre. Elle est sous-titrée tragique, cette symphonie. Moi je dirais presque que sa musique est souvent tragique. C'est quelqu'un qui, vraiment, c'est quand on présente dans la première soirée le film qui retrace sa vie, on voit très bien que sa vie est un drame permanent. C'est une lutte entre les religions, c'est une lutte avec les institutions, avec Vienne, dont il fait un des plus grands opéras. Mais il lutte aussi à l'intérieur de l'opéra de Vienne pour le transformer. Et il lutte contre les politiques. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le drame permanent, quoi. Dans la lutte. Et en même temps, c'est un poète, c'est un rêveur. C'est quelqu'un qui est proche de la nature, qui vit dans une petite baraque l'été pour écrire sa musique. Enfin, c'est vraiment la fin du romantisme. Comme le rappelle le musicologue Emmanuel Reibel dans la présentation du concert, la 6e symphonie de Mahler pourrait bien être, selon le chef d'orchestre William Furtwängler, la première œuvre nihiliste de l'histoire de la musique. Quant à Alban Berg, il a affirmé « Cette 6e symphonie de Mahler est la seule 6e, malgré la pastorale de Beethoven ». De la musique classique, on passe à de la musique pop made in Monaco avec cette annonce, le concert d'Olivia Dorato, la jeune monégasque se produit au Théâtre des Variétés ce samedi à 20h30. Un concert au profit de la Fondation Flavien pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Olivia Dorato reprendra des chansons de son album Fizzy.
Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Mercredi, moins de soleil que le jour précédent, sans détérioration. Les nuages seront provisoirement épais dans l'après-midi. Les températures sont proches des normales de 10 à 15 degrés. Jeudi, très belle journée, un temps sec et du soleil, compté de 11 à 16 degrés. Vendredi, même chose, une belle journée, un beau ciel bleu, il fera de 11 à 17 degrés. Et enfin samedi, le soleil sera légèrement plus voilé en cours de journée, sans grand changement. Les températures varieront de 11 à 16 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.